Eh bien, bonjour, bon après-midi. Bon, il est presque 16h30 et je reviens à la lecture de la loi 1, comment vivre la loi 1 au niveau du choix, le niveau 1. Et donc, hier, je vous ai lu une partie des 3 premières distorsions de la loi 1 qui concernait l'existence de la création. Pourquoi le créateur a-t-il choisi de créer dans ce grand échiquier? Pour la deuxième partie, on va se dresser à la version scientifique du grand échiquier. Donc, à la page 36, je reprends la lecture. La Confédération nous dit: en prenant l'expérience intérieure autant au sérieux que l'expérience extérieure, la nouvelle race de scientifiques est engagée dans des projets de recherche inspirés de cultures ayant une longue expérience de l'étude des mondes intérieurs et jette ainsi des ponts importants qui relient aux traditions spirituelles. À partir de cette nouvelle perspective, tout ce qui est perceptible dans notre univers et sur notre planète s'auto-organise et se crée dans et à partir d'un champ commun d'unicité appelé à présent champ énergétique du point zéro en physique. Tout le monde se souvient du livre de Greg Braden et du point zéro. De nouvelles théories font leur apparition qui mettent en question la doctrine d'un univers glissant vers l'inconsistance de l'entropie et perçoivent plutôt un équilibre dynamique des forces. Alors l'auteur nous dit: au collège, on nous parle de sciences et de méthodes scientifiques. Nous y apprenons la théorie fondamentale des sciences classiques, selon laquelle il existe quelque part un monde qui n'a rien à voir avec nous, ni avec ce que nous pensons. Le processus scientifique se doit d'observer les phénomènes qui surviennent naturellement dans ce monde de quelque part, jusqu'à ce que l'on ait rassemblé suffisamment d'informations pour former une hypothèse à propos de ce que l'on observe. Ensuite, on mène des expériences qui étayent ou anéantissent l'hypothèse en question. Le scientifique classique est aussi satisfait d'une réponse négative que d'une réponse positive, car de toute façon, la somme des connaissances scientifiques a pu s'augmenter. C'est une manière hautement séduisante et nette de regarder l'univers. Nous avons parcouru un long chemin en appliquant la méthode scientifique à la création de notre culture actuelle avec ses nombreuses facilités. Avant l'apparition de cet état de choses bien net, les études scientifiques et religieuses étaient liées entre elles. Les connaissances médicales et astronomiques, la chimie et l'étude des éléments, tout cela était étroitement lié à une discipline mystique nommée alchimie. Dans l'Antiquité, les grands penseurs hermétiques d'Égypte et de Grèce ne séparaient pas de la science, la foi et la philosophie. Les riches textes allégoriques des alchimistes offrent toujours une exploration sophistiquée et subtile des interconnexions entre microcosme et macrocosme, entre l'homme vu comme une âme et la création vue comme un tout. La discipline scolastique classique des Grecs et des Romains et, plus tard, celle des écoles médiévales, a prospéré quand les grandes églises et cités diverses ont fondé des écoles et des collèges. Les programmes de cours comportaient la grammaire, la logique et la théorie.
ce trio de sujets étant appelé le trivium, plus la musique, les mathématiques, la géométrie et l'astronomie. L'ensemble de ces 4 sujets était appelé le quadrivium. Les sciences et les arts étaient étudiés tous ensemble selon ce plan d'études. Il est alors considéré comme tout à fait possible à un étudiant d'obtenir la maîtrise de toutes les branches de connaissances. Notre mot université est né à cette époque où l'étudiant pouvait espérer avoir étudié tout l'univers des connaissances accumulées pour la fin de ses études. En fait, l'expression homme de la Renaissance désigne l'homme qui possède tout l'éventail des connaissances humaines. Au XIIIe siècle de l'ère actuelle, saint Thomas d'Aquin a complètement changé le parcours des études scientifiques. Dans ses écrits théologiques charnières, il a choisi de séparer sujets concernant la foi et sujets concernant ce monde-ci, et parmi ceux-ci, l'investigation scientifique. Cette nette séparation entre étude de la foi et étude de toutes les choses de ce monde a eu une influence critique. On peut faire remonter l'investigation moderne à ses commencements. À ce jour, nombreux sont ceux, et parmi eux des scientifiques, qui pensent qu'il existe une claire séparation entre étude des sciences et étude de tous les arts, métaphysique et philosophie, et que cette séparation est appropriée. Aujourd'hui, quand nous choisissons d'étudier les sciences au collège, le programme est très différent de celui des arts libéraux et des beaux-arts. Certains cours généraux sont suivis par tous, mais en fin de parcours, les licenciés en sciences possèdent une éducation qui est tellement différente de celle des licenciés en arts qu'ils peuvent à peine converser entre eux. C'est parce que les scientifiques donnent à certains mots un sens très différent de celui qu'ils ont généralement pour le commun des mortels. J'ai eu récemment une conversation très frustrante avec le gestionnaire de mon site web parce que je ne comprenais pas le terme forum, de la même manière que les concepteurs du web. De nos jours, un forum sur Internet est un forum de la romantique, et un forum de la romantique sont deux choses complètement différentes, ça c'est sûr. Parce que les sciences et leurs applications technologiques sont à l'origine des gadgets qui font bourdonner notre civilisation depuis 2 siècles. Les scientifiques sont devenus les prêtres de notre culture, en s'appropriant le créneau du jugement de confiance, jusque-là tenu par des figures religieuses. La pensée rationnelle et l'observation empirique sont devenus des moyens acceptés et respectés de chercher la vérité. La foi, quant à elle, est maintenant l'apanage des insensés et des naïfs. Cependant, tous les hommes de science du XXe siècle n'ont pas été des rationalistes acharnés. La physique semble faire apparaître la mystique qui se cache derrière le scientifique Albert Einstein, qui écrivait en 1937 dans le Reader Digest que la science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Il était en avance de 80 années sur son temps en affirmant cela. Son regard qui a englobé les disciplines de la pensée et de l'étude était absolument prophétique. L'algèbre et la géométrie classiques, qui ont permis de construire les merveilles d'architecture du monde antique, exploraient les lois des choses au repos. Isaac Newton, un siècle après Shakespeare, a voulu étudier les lois des choses en mouvement. Il a mis au point l'outil du calcul pendant qu'il poursuivait cette étude.
Werner Heisenberg étudiait toujours ces lois du mouvement au début du XXe siècle, quand il s'est trouvé en difficulté en étudiant de petites particules de matière en mouvement. Il était incapable de déterminer suffisamment de faits pour se faire un tableau complet. En 1927, il a soumis un article explorant ce dilemme. Un observateur ne peut pas être sûr à la fois de la position d'une particule subatomique et de sa vitesse, qui équivaut à sa masse multipliée par sa vélocité. On peut connaître l'une ou l'autre, mais pas l'une et l'autre, parce que l'on ne peut pas les observer toutes deux simultanément. Si c'est la vélocité d'une particule qui est mesurée, alors il n'est pas possible d'observer en même temps sa position et vice-versa. Heisenberg a formulé un principe d'incertitude pour exprimer ce dilemme. Ce principe, qui est au cœur de la physique quantique, a entraîné Heisenberg et d'autres hommes de science de son temps, comme Niels Bohr et Erwin Schrödinger, dans un débat qui se poursuit toujours. Heisenberg a affirmé que l'orbite ou parcours microscopique d'une particule subatomique ne vient à exister que quand on l'observe. Dès lors, l'observateur devient un élément de l'expérience, puisque l'acte d'observation ne peut pas être séparé de ce qui est observé. Ceci anéantit l'idée classique de l'objectivité scientifique, la base scientifique permettant d'affirmer que l'univers entier est une seule chose unitaire est issue du principe d'incertitude de Heisenberg. La physique quantique présuppose que la séparation entre observateur et observé est une illusion. Puisque l'application de la mécanique quantique et du principe de Heisenberg nous a dotés de gadgets modernes comme l'ordinateur, les outils électroniques, les lasers, les superconducteurs et les lumières fluorescentes, la théorie ne peut être taxée de mysticisme. Elle produit des résultats observables et utiles. Les scientifiques reconnaissent donc déjà l'inséparabilité de l'observateur et de l'observé, mais ne reconnaissent pas encore que la source de cela est, pour utiliser le mot de la Confédération, la conscience. Une des théories modernes issues de la physique quantique est la théorie des cordes. De manière générale, la théorie des cordes postule que, quand on a réduit un objet physique à ses atomes et que l'on divise ensuite ces atomes en leurs particules subatomiques constituantes, par exemple électrons, neutrons et protons, une boucle oscillante est ajoutée dans le parcours de chaque particule subatomique. Cette boucle peut vibrer, osciller ou être excitée de diverses manières quand elle est manipulée, tout comme une corde de guitare produit des notes différentes selon qu'elle est pincée pour tenir différentes longueurs de tension. Les boucles, en vibrant ensemble, forment des cordes harmoniques d'interaction, et toutes ces cordes peuvent s'assembler dans des circonstances favorables. L'implication de la théorie des cordes est que toute la matière et toutes les forces nucléaires fortes et faibles, l'électromagnétisme et la gravité, sont unifiées par les notes qui peuvent jouer les cordes et la musique qu'elles peuvent produire ensemble. Lorsque de nos jours les scientifiques explorent le monde et émettent des hypothèses, ils réexplorent en fait le domaine unifié de l'être que les mystiques ont toujours affirmé. Les sciences et les religions ont maintenant en commun une fenêtre ouverte sur le monde quand elles postulent un domaine sous-jacent d'existence qui ne peut que s'élargir à mesure que de nouvelles découvertes révèlent de nouvelles données. Dans ce tableau d'un univers entièrement composé de petites unités oscillantes
et interagissantes, d'énergie palpitante, nous pouvons percevoir avec facilité le modèle suggéré par la Confédération d'une création unifiée et interactive. C'est un modèle fascinant, car dans celui-ci, nous sommes tous littéralement connectés à tout ce qui existe dans la création. La différence majeure entre les particules de la théorie des cordes et les vues de ceux de la Confédération est que les partisans de la théorie des cordes voient la danse comme étant aléatoire, tandis que la Confédération voit cette danse comme étant organisée. Les physiciens et la Confédération sont d'accord sur le fait que l'observateur, facteur humain de l'équation, constitue un point de connexion avec les phénomènes observés, ce qui peut affecter l'action des phénomènes. Naturellement, la physique ne tente pas de découvrir l'objectif éventuel de l'observateur. Elle se contente de noter que l'observateur influence l'action qui est observée. C'est un peu, ça me rappelle un peu l'histoire du pendule, hein, parce que on a une influence sur, disons, subjective, en quelque sorte parfois. Et donc on n'obtient pas toujours de bonnes réponses. La Confédération, quant à elle, suggère que dans notre densité du choix, les humains ont le pouvoir par leurs actes physiques, leurs pensées et leurs intentions de modifier leur environnement physique. Ceux de la Confédération affirment qu'il y a un sens au choix que nous faisons. L'environnement sur lequel nous avons un pouvoir commence à notre soi intérieur et s'étend à notre interface avec le monde qui nous entoure. Cela explique pourquoi nous attirons à nous les choses que nous désirons le plus et aussi celles que nous redoutons le plus, simplement en nous focalisant sur elles en pensée. Ce processus d'attraction a lieu parce que l'univers étant un système unitaire interactif, il vibre selon les modèles de l'attraction. Ce que nous aimons ou redoutons le plus est ce que nous attirons par la focalisation de notre attention. Un des choix les plus subtils que nous faisons chaque jour est celui entre la focalisation de notre attention sur des choses que nous aimons et la focalisation de notre attention sur des choses que nous redoutons et avons en aversion. Selon Fred Allen Wolf, nous sommes à même de changer tout le tissu de notre réalité par les choix que nous faisons, par les choses que nous choisissons de voir ou de ne pas voir, et par la franchise de nos intentions, par opposition à ce que nous pouvons exprimer quand nous arrivons au moment d'opérer un choix. Si nous nous focalisons sur les choses que nous aimons, nous les attirons. Le bon se multiplie. Si nous focalisons sur les choses que nous craignons, ce sont celles-ci que nous attirons. Les cieux semblent alors ne déverser sur nous que du mauvais temps, ce à quoi nous choisissons de penser fait toute la différence. L'image du grand échiquier, telle que tracée par la Confédération, est donc celle d'une création unitaire, interactive, dont toutes les parties sont reliées les unes aux autres et peuvent s'influencer mutuellement selon des voies naturelles d'interaction entre champs énergétiques. La position de l'être humain dans le jeu avec un majuscule EU est celle d'un joueur. Il n'est pas un pion ni aucune autre pièce du jeu. Il n'est pas attaché ni asservi à l'échiquier. Il est assis devant le grand échiquier, observe le cours du jeu et fait ses choix à mesure qu'il opère ses déplacements. Remarquez à nouveau qu'il s'agit d'un échiquier holistique
multidimensionnel et non pas plat à 2 dimensions comme un échiquier ordinaire. Notre échiquier en minuscule est la vie telle que nous la percevons ici et maintenant. Le truc, quand on s'apprête à jouer au jeu de la vie, c'est de décider et de se placer en dehors de cet échiquier en minuscule pour avoir une vue sur le grand échiquier. Nous faisons cela par un acte de volonté. Voilà pour la deuxième distorsion. La troisième distorsion parlera du libre arbitre. À bientôt pour la suite. Merci.